Du jour. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour Benjamin Bétrovert. Vous êtes avec nous en direct du Touquet. Vous allez suivre ces quelques jours d'entraînement. Ils sont arrivés quand d'ailleurs, nos Bleus? Eh bien écoutez, ils sont arrivés dans la nuit, donc en provenance de Valenciennes, où ils se sont donc reposés ce matin avant un programme choc qui les attend après Tignes, où les Bleus se sont préparés avant la Coupe du Monde 2010 sans grande réussite. Et bien Laurent Blanc a donc décidé de ne pas renouveler l'expérience. C'est donc le bord de mer qui a été choisi comme cadre d'entraînement. 3 jours pleins pour s'oxygéner, récupérer et travailler. Alors le Touquet a tout pour séduire, du grand air et de beaux terrains d'entraînement. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les Bleus se retrouvent au Touquet. En 1978, pour préparer la Coupe du Monde en Argentine, Michel Platini et ses coéquipiers s'étaient rendus sur la Côte d'Opale. Les Bleus donc sont logés dans un très bel hôtel, un peu à l'écart de la ville pour leur assurer calme et tranquillité. Alors lorsque je m'y suis rendu hier soir, la directrice de l'établissement m'a gentiment demandé de regagner la sortie. Les Bleus veulent se retrouver à l'abri des micros, même si quelques sorties et rencontres avec le public seront organisées. Donc si je comprends bien, le cadre est idyllique. Cyril, il ne faut pas se fier pour autant aux apparences parce que le programme est particulièrement costaud. Eh oui, les Bleus vont vite rentrer dans le vif du sujet. Il y a un Euro à préparer. Alors Laurent Blanc a prévu de confier ses joueurs toute la matinée à une préparatrice physique de choc, Karine Baillet, vice-championne du monde de raid. Elle va donc emmener les Bleus pour une balade en VTT sur les traces de l'enduro du Touquet, 10 km au total. Et ce n'est pas fini, il y aura ensuite une épreuve de tir à l'arc où les joueurs perfectionneront leur adresse. Ce soir, les Bleus auront leur premier entraînement qui ne sera pas ouvert au public, mais il y aura tout de même 600 chanceux, des enfants des clubs locaux qui ont été invités. Ils seront donc les seuls à voir les joueurs sur le terrain. Les Bleus auront d'autres entraînements jusqu'à jeudi où ils ont rendez-vous le soir à Reims pour affronter la Serbie lors du deuxième match amical. Et puis signalons également qu'on connaîtra ce soir ou demain la liste des 23. Oui, Laurent Justement, Blanc. pendant cet entraînement. Oui, en tout cas, ce soir ou demain, Laurent Blanc a annoncé après la rencontre qu'il révélerait sa décision. Donc ce soir ou demain matin, il veut se laisser encore un petit délai de réflexion avant de communiquer à l'UEFA sa liste définitive. Demain midi, c'est la date limite pour envoyer la liste des joueurs à l'instance européenne. Le sélectionneur va regarder ce matin la vidéo du match, donc d'hier soir, pour affiner son choix. Et il y aura 2 déçus. C'est moins qu'en 2010 où Raymond Domenech avait annoncé à 7 joueurs qu'il ne serait pas du voyage en Afrique du Sud. C'est un moment très difficile à vivre qui se termine souvent en larmes. La méthode introduite par Aimé Jacquet en 98 est controversée, mais elle semble désormais être rentrée dans les mœurs. Alors pour accompagner les joueurs bannis, il n'y aura sans doute pas d'hélicoptère comme en 2008, mais plutôt de simples voitures. C'est moins spectaculaire, mais tout aussi efficace. Cyril de la Morinerie en direct du Touquet. Profitez-en Cyril, allez vous entraîner avec eux un peu. Ça fera plein de mal. Restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, il est 7h46. Benjamin Bétrovert, Europe 1 matin. interview. Allez, on va en venir maintenant à cette affaire qui ébranle le Vatican. On parle même maintenant de l'affaire Vatilix. Au début de l'année, les médias italiens recevaient des documents ultra confidentiels relatifs au pape. À la polémique s'ajoute un livre avec la totalité des documents confidentiels. Au menu, la situation fiscale de l'Église, les finances des instituts catholiques ou encore les scandales sexuels chez les légionnaires du Christ. Autant dire que cela secoue dans le Vatican. Une enquête est ouverte pour retrouver le destinataire. Et là, c'est le majordome particulier de Benoît XVI, Paolo Gabriele, qui est inculpé par la justice. Bonjour Bernard Lecomte. Bonjour. Vous avez écrit Les derniers secrets du Vatican paru chez Perrin. Qu'est-ce qui choque le plus dans cette affaire ? Les éléments qui ont été dévoilés ou le fait que pour la première fois on brise le secret et on va dire même le mystère qui entoure depuis des siècles le Vatican ? C'est un peu ça. Au fond, l'État du Vatican, c'est une institution qui est confrontée à ce que vivent toutes les autres institutions en ce moment au monde, c'est-à-dire un problème de transparence technologique. On voit bien que l'administration américaine vient de connaître la même chose avec le scandale Wikileaks, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est communication et déstabilisation et délation passe par Internet, par Facebook, par Twitter, par des copier-coller et des mails, ce qui évidemment n'est pas tellement l'habitude dans une institution comme le Vatican qui a 2000 ans d'âge et 2000 ans de secret. Et qui fonctionne aussi un petit peu à l'ancienne, on va le dire. Qui fonctionne à l'ancienne, qui est en train de se rendre compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a bien vu, Benoît XVI a été quand même frappé par le scandale Williamson, par l'affaire de Ratisbonne, par l'affaire de la pédophilie, par l'affaire de la petite fille, vous savez, la petite brésilienne de Recife avortée. Tous ces scandales-là ont montré
que le Vatican était obligé de se conformer à ce qui est aujourd'hui une obligation pour tout le monde, à savoir la transparence. Et sur cette affaire en particulier, Bernard Lecomte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière le majordome? La presse de ce matin évoque l'hypothèse d'un complot. Alors, méfions-nous du mot complot, mais il est évident que ce majordome, Paolo Gabriele, qui est certainement une espèce de justicier masqué. Vous savez, aujourd'hui, n'importe qui, le soir, chez lui, devant son ordinateur, peut se sentir capable de changer le cours des événements. Oui, C'est ça qui s'est la passé. question c'est est-ce qu'il l'a fait tout seul ou alors est-ce qu'il l'a fait au profit de quelqu'un ou d'une politique visant à déstabiliser la direction du Vatican? Alors, il y a incontestablement aujourd'hui au Vatican, dans une atmosphère déjà de fin de règne, parce que Benoît XVI n'est pas en mauvaise santé, mais il a 85 ans, donc il est naturel qu'on parle de sa succession. Et il y a au Vatican en ce moment des remous internes qui visent expressément Tarcisio Bertone, qui est le Premier ministre du Vatican. Bertone, qui n'est pas du sérail, qui est un salésien, qui s'est fait beaucoup d'ennemis pendant sa gestion, qui franchement n'a pas été tout à fait à la hauteur. Il faut savoir que le pape confie à son Premier ministre plus de 90% des pouvoirs temporels, matériels, d'administration et de finances, surtout de finances, parce que c'est très compliqué de gérer l'argent au Vatican. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que c'est lui qui est derrière ou que c'est lui qui est visé? Non, c'est lui qui est visé. Alors, bien entendu, je ne sais pas qui exactement a manipulé qui, mais on sent bien qu'il y a plusieurs tendances en ce moment à la Curie. La Curie, c'est un petit monde de cardinaux, de monsignors, de prélats. C'est au maximum 2000 personnes, si vous voulez. C'est le 25e de la mairie de Paris. C'est une toute petite institution dans laquelle il y a, ma foi, des jalousies, des petites combines.